Euh, J'ai pas oublié. Super. Nous vous informons, comme vous avez pu le voir à Oui. l'instant à l'écran, que ce webinaire est enregistré, puisque l'idée est de pouvoir le réécouter comme un podcast pour celles et ceux qui ne pourront pas se connecter ce matin. Je vous propose, Clément et Morgane, de commencer par vous présenter. Allez, Clément Caragne, enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ingénieur pédagogique multimédia, fondateur d'une société qui s'appelle Pause et j'accompagne les organismes de formation, entreprises et universités dans la digitalisation de leur offre de formation, pour faire court. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de IFP School, donc l'école de l'Institut français du pétrole, école dans laquelle j'ai pu développer pas mal de connaissances et de compétences autour de l'immersif, de ses utilisations en formation, de son intégration également dans les parcours de formation, dans les déroulés pédagogiques de nos apprenants, et aussi de son implémentation et de son utilisation avec des formateurs, notamment dans un laboratoire de réalité virtuelle que j'ai eu l'occasion de construire, donc pas directement avec mes mains, mais en tout cas participer, on va dire, à la conception de celui-ci en pensant bien sûr pédagogie et technologie. Voilà pour faire court. Merci, Clément. Et donc, bonjour à tous, je suis Morgane Edreline. Donc, moi, je suis responsable du pôle numérique chez Formaki. Donc, je gère en fait tous les outils numériques et de digitalisation, dont aussi l'immersif. On est un organisme de formation spécialisé dans les services d'aide à la personne, donc domicile, EHPAD, MAS, etc. Et l'idée, en fait, c'est de développer et d'intégrer des modalités immersives au sein de ces formations. En parcours, après, enfin, voilà, j'ai été formatrice pendant des années sur des parcours d'aide à la personne également. Et voilà, donc ça fait 2, 3 ans maintenant que je développe ça chez Formaki. Merci, Morgane. Alors ce matin, on a choisi d'organiser l'intervention et le retour d'expérience de Clément et de Morgane de la façon suivante. On commencera par revenir sur l'identification de la technologie adaptée dans le cadre de l'intégration des modalités immersives dans les parcours. On reviendra et on se penchera de façon assez détaillée sur les volets conception et la partie production et bien évidemment, on parlera de la mise en œuvre. Et pour finir, bien évidemment, on approfondira sur le volet formateur et accompagnement des formateurs dans l'appropriation de la modalité et dans le déploiement des expériences. Donc, je propose à Clément de commencer par prendre la main. Et alors, simplement en termes de modalité, pour vous donner les précisions, Clément et Morgane vont intervenir en première partie, sur toute la première partie est déroulée, et on aura un temps de questions-réponses d'une quinzaine de minutes à la fin. Donc, je vous propose de garder vos questions pour la fin, et puis on vous donnera la parole. C'est parti. C'est parti. Du coup, je partage mon écran. Si tout se passe bien, vous devriez le voir. Donc, j'espère que tout se passe bien. Je vais juste mettre hop, ça sur le côté. Ok, super. Merci Vanessa. Donc en effet, l'idée c'est de vous présenter, de vous parler pendant les 40 minutes qui suivent du travail qu'on a effectué ensemble avec Morgane, parce que bon, on s'est présenté chacun individuellement, mais en fait, on bosse ensemble. C'est-à-dire que avec ma société Post, j'accompagne Formaki, et notamment le pôle numérique et Morgane et ses équipes dans la digitalisation de leur offre de formation. Et on a travaillé récemment, depuis à peu près 6 mois, on travaille là-dessus, sur finalement le développement d'une modalité pédagogique immersive pour les parcours de formation de Formaki. Donc l'idée, c'est vraiment de vous parler de ça. De vous parler en effet, comme l'a dit Vanessa, de la partie conception, développement, production, implémentation. On va voir, on va passer au travers de différentes étapes. Et puis de mettre en avant, on va dire, des points qui nous semblent importants, en tout cas des choses que nous, on a perçues quand on a développé ce module, qu'on avait, enfin, qu'en tout cas, moi, j'avais déjà perçu par le passé dans mon ancien boulot. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de vous donner un petit peu ces trucs et astuces pour que vous puissiez aussi, vous, euh, par la suite, développer des parcours comme ça et les intégrer dans vos modules de formation. Donc on va déjà, je vais faire un petit point un peu théorique, donc je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée c'est qu'on parte tous sur les mêmes bases. Mais de quoi parle-t-on? Donc la technologie immersive, hein, vous savez peut-être, mais bon, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle les réalités immersives, on va dire au sens large.
J'aime bien présenter ça de manière assez concise et précise en utilisant ce diagramme qu'on voit ici, qui est en fait un diagramme qui a été produit dans les années 90 par Milgram. Ça s'appelle le continuum de Milgram. Et globalement, il sert finalement ce continuum à placer sur une barre horizontale que vous voyez ici, qui part de la gauche d'un environnement 100% réel, c'est-à-dire vos yeux et l'environnement que vous voyez à l'heure actuelle, à tout à droite, ici, un environnement 100% immersif, donc ce qu'on appelle la réalité virtuelle, avec un casque de réalité virtuelle où vous êtes 100% immergé dans un module de formation ou pas, mais en tout cas dans un module immersif. Et entre ces deux extrêmes, là, bah, des, vous avez finalement des choses. Vous avez par exemple la réalité augmentée, la virtualité augmentée. Donc vous avez des différentes technos, différentes modalités immersives qui se rejoignent. Et donc voilà, ce continuum, il est assez pratique puisqu'il permet finalement de remettre un petit peu l'église au centre du village, de comprendre que bah, tout à droite, vous avez cette partie réalité virtuelle. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle les réalités mixtes, hein, avec la réalité augmentée, que vous connaissez sûrement. Donc réalité augmentée, pour faire simple, c'est ce que vous avez par exemple sur l'application Ikea ou ce que vous avez sur le téléphone de vos enfants quand ils jouent à Pokémon Go. Hein, c'est on vient superposer des éléments virtuels à la vie réelle, donc avec un téléphone, un iPad, etc. Et puis réalité virtuelle, bah là par contre, on va plutôt sur de l'immersion dans des mondes virtuels, et c'est plutôt d'ailleurs cette modalité-là dont on va discuter aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour remettre l'église au centre du village, et ce continuum, il est plutôt pratique pour ça, donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus, il est pas mal. Alors, quand on parle de réalité virtuelle, pour complexifier encore un petit peu la chose, en fait, il y a plusieurs, on va dire, technologies. Il y en a deux principalement qu'on voit assez régulièrement. Il y a la réalité virtuelle à partir d'environnements et d'objets qui ont été conçus sur ordinateur. C'est ce que vous voyez ici sur la gauche, avec un environnement qui a été 100% conçu par des développeurs 3D, des concepteurs 3D, donc des infographistes finalement, des gens qui travaillent sur ordinateur pour concevoir finalement tout ça et créer un petit peu un environnement jeu vidéo, je mets des gros guillemets parce qu'on n'est pas du tout dans le jeu vidéo, mais en tout cas, on conçoit informatiquement un environnement dans lequel on vient immerger nos apprenants, euh, normalement avec des casques de réalité virtuelle, mais maintenant, vous verrez qu'on peut aussi le faire sur des ordinateurs, par exemple. On perd en immersion, mais on pourra en reparler. Donc ça, c'est le volet 1, et puis vous avez aussi la possibilité de faire de la réalité virtuelle à partir de photos à 360 degrés. Où là, c'est ce que j'appelle les modules Stéphane Plaza, hein. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de prendre une photo 360 degrés grâce à un appareil photo 360 degrés. On va vous en parler un petit peu plus tard. Ce qui permet finalement d'avoir une prise de vue comme ce que vous voyez ici, euh, complète, une sphère globalement à 360 degrés, photographiée, et qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans des contextes, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse ici, de formation. Mais c'est exactement ce que fait Stéphane Plaza quand il fait des visites d'appartements. Il fait des photos comme ça à 360, enfin, pas lui directement, mais en tout cas ses équipes. Et ils font des photos comme ça à 360 degrés, et on peut ensuite se balader d'espace en espace. Donc ces deux technos, en fait, elles ont des avantages et des inconvénients. On discutera un petit peu des avantages et des inconvénients de chaque, mais c'est important de savoir que les deux existent et que finalement, il y a certaines situations qui vont plutôt faire tendre le concepteur pédagogique ou l'ingénieur pédagogique à aller sur de la photo 360, et d'autres qui vont plutôt faire tendre à aller sur de la modélisation 3D. Un point qui me paraît très important avant de rentrer un petit peu dans finalement, quelle technologie immersive est la plus adaptée, c'est déjà de se poser la question de savoir si la réalité virtuelle est adaptée. Et est-ce qu'elle répond finalement à un besoin? Et ça, c'est vraiment une question qui est importante très important de se poser, parce que on voit souvent finalement des modules de réalité virtuelle qui sont, enfin on voit souvent, en tout cas j'en ai déjà vu, des modules de réalité virtuelle qui sont développés, et on peut se poser la question de finalement quel est l'intérêt d'utiliser la réalité virtuelle pour atteindre l'objectif pédagogique qui a été fixé. Et donc, ça, c'est vraiment le travail des équipes pédagogiques de se poser la question de, finalement, est-ce qu'il y a un réel intérêt à utiliser cette modalité? Et moi, une question que j'aime bien poser quand justement je me demande si ça a un réel intérêt, en tout cas, je me raccroche souvent à cet acronyme RIDE, RIDE, et je me dis que voilà, si la situation qu'on va vouloir transposer en réalité virtuelle est une situation qui est rare, impossible, dangereuse ou chère, expensive, donc qui respecte les quatre lettres que vous voyez là, et bien finalement, il y a peut-être un intérêt à faire de la réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un intérêt, mais en tout cas, si j'ai un ou plusieurs mots qui rentrent dans le cadre de ce que j'ai envie de faire en réalité virtuelle, a priori, euh,
ça a un intérêt de le faire en réalité virtuelle. Donc, je passe sur les 4 lettres, mais rare, typiquement, c'est vous travaillez sur une unité industrielle qui s'arrête tous les 5 ans et vous devez tous les 5 ans la redémarrer parce qu'il doit y avoir des inspections annuelles. Eh bien, c'est une situation qui est rare. Donc là, il y a un réel intérêt à le faire en réalité virtuelle. On peut pas forcément, voilà, on peut pas attendre tous les 5 ans pour se former dessus. Des situations impossibles, je sais pas, moi, des choses. Faire atterrir une fusée sur la Lune ou des choses comme ça, a priori, c'est quand même plutôt compliqué à faire. Des choses dangereuses. Je reviens sur les aspects plus industriels où bah, voilà, démarrer des équipements industriels, par exemple, c'est des choses qui peuvent être dangereuses. Vous faites circuler des fluides un peu dangereux, faut pas se louper. Ou je pense aussi à la chirurgie et à tout ce qu'on peut faire en médecine. L'idée, c'est pas d'avoir un- un cadavre à la fin de sa formation, mais c'est plutôt voilà, d'essayer de monter en compétence. Donc là, ça peut avoir un intérêt. Et puis des situations qui sont chères, parce que des fois, il y a des situations d'apprentissage qui peuvent être chères à mettre en place en vrai, en physique. Et donc, on peut se poser la question, là, à ce moment-là, de est-ce que finalement, le transposer en réalité virtuelle, ça rentre dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne, le petit rail de là, enfin, très pratique. Déjà pour dégrossir, on va dire, et puis parfois pour se dire, bah là, la réalité virtuelle, pas trop d'intérêt, quoi. Je vais laisser la main à Morgane qui va justement vous expliquer un petit peu sur un module qu'on a co-développé ensemble, bah, quelle techno elle a utilisé et pourquoi elle l'a utilisé surtout. Alors du coup, donc nous, on a choisi de se positionner donc sur une réalisation en 360 en utilisant donc plutôt la VR. On a en fait choisi de partir sur un module de formation qui puisse en fait convenir à une très grande, enfin en tout cas une très large partie de nos formations qu'on réalise au centre. Donc on est parti en fait sur un module en lien avec la petite enfance. Et alors pourquoi du coup le plus possible, c'était parce que c'était comme c'était le premier module immersif qu'on réalisait, on voulait aussi qu'il aille un peu sur beaucoup de groupes pour avoir les retours, etc. Donc on a utilisé effectivement la réalisation en 360 parce que dans un premier temps, bah, c'est très comment dire? C'est facile de se projeter puisque du coup nous, on est, sur des métiers enfin on forme à des métiers terrain. Donc parfois il est difficile effectivement de mettre en pratique, bah, par exemple des risques. Heureusement il n'y a pas des risques tous les 4 matins, quand je suis en stage, voilà sur ces métiers. Donc pour pouvoir effectivement, nous rapprocher le plus possible, on est parti là-dessus. Ce sont pour faire le lien en fait avec les techniques vraiment qui sont concrètes du terrain, dont on leur parle en fait en théorie, donc pour vraiment se mettre en pratique. Et c'est vrai que du coup, pour tout ce qui est bah, geste métier, pouvoir voilà trouver des situations complexes à résoudre, etc. Bah, du coup là, ça nous parlait, c'était l'idéal. D'autant plus que nous, on a, avant en fait de réaliser nous-mêmes la 360, on a utilisé, en fait, on a acheté un module full 3D réalisé du coup sur un module sur la bientraitance, maltraitance. Et en fait, bah, du coup, comme on a eu cette expérience et on l'a mise en œuvre de celle qu'on a réalisée avec Clément, bah, c'était très clair que c'est ce qu'il nous fallait. Puisque du coup, dans la première partie, on n'est pas forcément maître de tout. Ça a un réel coût aussi, ça coûte relativement cher. On n'est plus maître de notre module, puisque en fait, on peut juste avoir les mises à jour. Voilà et pour autant, il y a énormément de travail parce que tous les scénarios, c'est nous qui les avons réalisés aussi. Donc du coup, voilà, on a vraiment, vu un réel intérêt de partir plutôt là-dessus avec, les différences entre les 2. On est plutôt, voilà, partis sur ça. Donc on a intégré 3 modules dans ce module immersif. Un module donc de chasse aux risques auprès des enfants, un autre sur les risques professionnels quand je suis, à travailler auprès des enfants et un autre, qu'est-ce qu'un enfant peut voir? Donc on a en fait modélisé, enfin,
On a fait des photos d'un appartement à la vue de la taille d'un enfant de 18 mois, 2 ans. Donc Merci là, Morgane. Vas-y, vas-y, je t'en prie. la question à laquelle faut répondre quand on voit ces deux technos justement de réalité immersive, et je vous ai dit tout à l'heure, il y a la modélisation 3D et la partie 360, c'est de se demander finalement laquelle est la plus adaptée. Et donc là, en effet, ce que dit Morgane, c'est qu'elle a la chance d'avoir vu les deux, la 3D et la 360, et c'est vrai que pour typiquement des réalisations comme celles qui sont à réaliser, enfin en tout cas qu'on va réaliser chez Formaki, qu'on a déjà réalisé avec ce module, bah finalement la 360 est un peu plus adaptée parce qu'en termes de coût, de temps, de conception, de mise à disposition aussi, c'est beaucoup plus simple et ça permet vraiment aussi aux apprenants, et c'est là où c'est important quand tu as marqué le lien avec les techniques adaptées au métier, hein, c'est de mettre les apprenants dans des situations réelles. Et donc là, les photos 360, elles ont vraiment une vraie valeur ajoutée, quoi. Tout à fait. Donc, se poser toujours la question effectivement des usages et pas de la techno avant même les usages, des usages et des publics et de la réception par les publics. Parce qu'en effet, pouvoir se projeter et et pouvoir imaginer et se mettre dans la peau d'un enfant de 2 ans qui va avoir une prise, on n'a pas forcément besoin de recréer un environnement 3D. Donc voilà, il nous semblait aussi important de revenir là-dessus ce matin quand on a préparé ce rendez-vous avec vous. On va passer maintenant à la partie conception, ouais. Ouais, l'idée Clément, c'est de si vous tu peux montrer revenir là-dessus. un petit peu tout ça en effet et de vous montrer un petit peu comment on a finalement développé ce module, co-développé avec Morgane ce module. Euh, bon, on n'a pas réinventé la roue, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur un module pédagogique qui a fait ses preuves, enfin pardon, un modèle pédagogique qui fait ses preuves depuis 40 ans, qui s'appelle le modèle, pardon, je vais y arriver, ADI, ADDIE, qui est un modèle en fait qui permet très simplement, en passant par ces 5 phases que vous voyez à l'écran, de concevoir, enfin, d'analyser le besoin dans un premier temps. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est analyser le besoin, concevoir, donc faire toute la partie d'ingénierie pédagogique, développer, donc produire les contenus, les implémenter, les mettre à disposition de nos apprenants, et ensuite évaluer finalement les apprenants, mais aussi évaluer le module qu'on a construit pour pouvoir itérer et pouvoir améliorer finalement ce module pédagogique. Donc ce modèle, il existe depuis des années et des années. Tout ingénieur pédagogique, a priori, connaît ce modèle et l'a déjà utilisé, ou en tout cas, s'il ne l'a pas fait, il faut absolument le faire parce qu'il est très cadrant et je le trouve très pratique. Là, l'idée, c'est pas qu'on repasse sur chacune des lettres et qu'on vous explique ce que c'est, mais c'est plutôt de se dire, quand on développe un module immersif, pédagogique, euh, à quoi il faut faire attention dans chacune des lettres par rapport à un module plutôt classique type e-learning pour faire court au sens large, quoi. Donc on va passer au travers de chacune des lettres et puis on va l'illustrer bien entendu parce que Morgane a développé pour Formac. Bon, dans la partie analyse, je pense que vous l'avez compris parce que j'en ai déjà un petit peu parlé avec l'acronyme que je vous ai présenté tout à l'heure, mais euh, en effet, il y a l'analyse du besoin de formation, il y a l'analyse des apprenants, il y a l'analyse du public, il y a beaucoup de choses à analyser dans cette phase-là et des choses sur lesquelles il faut encore plus se pencher quand on parle de module immersif. La première question, j'en ai parlé, c'est le besoin de formation. Est-ce qu'on a vraiment un besoin réel d'utiliser la réalité virtuelle pour atteindre l'objectif pédagogique qu'on va se fixer? Donc c'est vraiment aussi à ce moment qu'il faut commencer à se poser ces questions. Combien de fois j'ai eu des formateurs qui sont venus me voir en me disant je veux faire de la VR, je veux faire de la VR. Ouais, mais pourquoi tu veux faire de la VR? Pour ça. Et je dis bah on va faire une vidéo, c'est pareil, quoi. La 360 n'a aucun intérêt. Donc se poser cette question dès le départ, c'est extrêmement important. Et bien sûr, expliquer quand vous travaillez avec des formateurs ou des concepteurs pédagogiques, expliquer le pourquoi de oui ou non je vais sur de la VR ou pas. Une chose qui est importante aussi à avoir en tête, c'est les conditions de diffusion du module. Dès le départ, la réalité virtuelle, elle peut être diffusée de plein de manières différentes. On va voir comment Morgane l'a déployé dans la partie implémentation tout à l'heure, mais vous pouvez le déployer sur un casque de réalité virtuelle, vous pouvez le déployer sur un LMS, vous pouvez le déployer dans des modules type module e-learning, entre guillemets. Donc, euh, ayez déjà ça en tête. Essayez de réfléchir aussi à est-ce que vous allez l'utiliser en synchrone avec vos apprenants dans la salle de formation, est-ce que vous allez l'utiliser plutôt en asynchrone. Ça, c'est important dès le départ parce que ça peut également conditionner les phases qu'il y a juste derrière, donc les phases de design et de développement. Et c'est dommage d'arriver en fin de la phase de développement et de se dire, ah bah finalement, ça aurait été bien aussi de pouvoir l'utiliser sur PC. Ah ouais, mais il n'est pas développé pour ça. Donc réfléchissez dès le départ finalement à ces conditions de diffusion. Et j'en ai parlé, qui est le public. Est-ce qu'ils sont acculturés à ces technologies immersives? Est-ce qu'il va falloir les accompagner, un peu les prendre par la main? Est-ce que c'est des publics qui sont plutôt euh, enclins à aller sur des nouvelles technos où c'est un peu plus compliqué? Voilà, ça c'est vraiment des choses à avoir en tête
pour cette phase d'analyse, je dirais, c'est 3 points un peu spécifiques que je voulais mettre en avant pour les modules immersifs dans la phase d'analyse. Donc du coup, nous, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a choisi donc de partir sur un module qui permettait en fait d'être intégré dans un grand nombre des formations qu'on propose, donc les DES, etc. On a décidé en fait de réaliser ce module immersif qui serait intégré en fait dans notre LMS, puisque l'idée en fait c'est que la partie théorique de l'ensemble de nos formations, elle est en fait mise dans un LMS et les stagiaires en fait s'en servent, enfin ils ont un accès tout au long de leur parcours de formation puisque du coup, nous, on a une spécificité dans notre centre de formation, c'est qu'en fait, la partie théorique donc est intégrée au LMS et les cours en présentiel sont mis en œuvre pour faire toutes les pratiques en fait en lien avec les formations qui, qui réalisent. Donc le public visé, alors on est avec des personnes, nous, sur nos formations où, qui peuvent être très éloignées du digital, du numérique, d'un PC, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il fallait qu'on se base pour déployer et puis pour créer aussi le module, afin que les personnes en fait se sentent suffisamment à l'aise dans l'environnement pour justement savoir où cliquer, quoi faire, etc. Donc très visuel, on a axé beaucoup là-dessus, avec des choses très adaptées. Euh, on est bien sûr, on est sur des publics alors nous pour le coup, en termes d'apprentissage, ont des facilités en fait à retenir lorsque visuellement ils arrivent à être dans un environnement où il y a des choses qui se passent, il y a des vidéos qui arrivent, voilà, où là du coup, tout ce qui est théorique est plus facilement intégré. Et on peut être aussi amené à travailler. On a pas mal de formations spécifiques français langue étrangère sur les métiers donc d'aide à la personne. Donc là, du coup, l'idée aussi, c'était de déployer aussi ce module en vue justement de le mettre en place auprès de ces publics-là. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il a fallu tout au long de la création des tips, enfin de tout ce qu'on a réalisé, de l'avoir toujours en tête. Et ça, cette partie-là, elle est vraiment très importante du coup. Donc, Super. Peut-être juste, je me permets une petite intrusion. Comme vous l'aurez compris, le module développé et les séquences développées ne s'utilisent pas sur casque. Donc, pour les puristes, on n'est pas sur de la réalité virtuelle ni une création d'un environnement virtuel, mais on est bien sur de l'immersif, mais de l'immersif en flat ou à plat, qui permet déjà, dans une approche aussi progressive et dans le fait de pouvoir embarquer des publics de premier niveau de qualification aussi sur justement sur des technologies innovantes, c'est un premier niveau et un premier degré d'immersion qui est largement suffisant au regard de ce qui est des attendus et puis du référentiel qui est suivi par Formaki. et il a quand même été développé et pensé pour être utilisé sur casque. Donc, Exactement, j'attendais euh, le complément. Voilà, voilà, puisque donc qui peut le l'idée, plus peut le moins. voilà, l'idée, ça a été vraiment, et c'est là où justement on en revient sur l'importance de l'analyse, hein, c'est de te dire en Mm. effet, l'usage principal, il sera sur de l'asynchrone LMS en flat, où on va utiliser un peu le module comme ça avec son ordinateur ou une tablette. Mais chez Formaki, il y a aussi des casques de réalité virtuelle, donc c'est utilisable et on verra justement qu'on va pouvoir l'utiliser en formation synchrone pour revoir des trucs, revoir des choses, réappliquer finalement ce qui a été vu. Et voilà, donc ça, on l'a aussi pensé dès le départ et intégré dans notre Canva. Et on va parler un peu de ce Canva dans cette phase de design de là, mais donc le design, plutôt la phase d'ingénierie pédagogique et l'approche finalement, c'est quoi? C'est la conception pédagogique, donc la définition des objectifs d'une part, mais aussi finalement les modalités d'interaction, les typologies d'utilisateurs, la structure de l'expérience, comment ça marche, etc. Et puis une approche plutôt un peu plus détaillée avec la réalisation des documents de production, typiquement des storyboards. Donc là, c'est important de prendre du temps sur cette phase de design slash conception, hein. Design, c'est plutôt le mot anglais, et moi je préfère utiliser conception. Mais globalement, c'est quand même extrêmement important d'y passer du temps. C'est d'ailleurs ce qui doit prendre le plus de temps quand on conçoit des modules de formation, qu'ils soient immersifs ou non. Mais il faut prendre ce temps de la réflexion pour poser sur papier
ou sur digital, peu importe, en tout cas pour réfléchir de manière très macro dans un premier temps à comment va fonctionner mon expérience. Et là, c'est important de le faire peut-être encore plus en 360, en tout cas en réalité virtuelle, parce que vous êtes sur un espace à 360 degrés, et il faut bien imaginer que on n'est pas sur un écran 2D classique comme quand on fait du e-learning, mais on a des possibilités nouvelles, et c'est justement ça l'un des intérêts de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir justement se déplacer à 360 degrés. Donc il faut vraiment penser à ça d'une part, parce que voilà, sinon, quel est l'intérêt de faire de la 360? Et d'autre part aussi penser que c'est des nouvelles technologies, et donc c'est important de faciliter les progressions d'utilisateurs. J'ai mis là attirer l'attention, guider l'utilisateur, en tout cas, comme disait Morgan, finalement donner des tips pour que l'utilisateur il soit pas paumé dans son module et dans cette nouvelle techno, mais qu'il puisse finalement presque oublier qu'il est sur une techno qu'il connaît pas, hein. Le gros objectif finalement de l'ingénieur pédagogique, c'est de réussir à atteindre son objectif sans même que la techno soit un frein, mais soit presque transparente, quoi. Et donc, c'est ces questions qu'il faut se poser dans ces approches de conception pour réussir, in fine, à avoir une production qui soit la plus facile à faire d'une part et qui permette de produire des modules qui soient les plus efficaces et les plus simples à utiliser d'autre part pour les apprenants. Alors, comment on a fait ça côté Formaki? Bah, Morgane, je te laisse présenter rapidement un petit peu ce canevas. Ça marche. Ben, du coup, nous, on est parti en fait sur un outil que Clément nous a partagé. On est parti en fait sur un outil unique qui est le Canva livret pédagogique. En fait, l'idée, c'était d'avoir un seul endroit où on pouvait tout remettre dedans. Donc, on est parti, bien entendu, avant de partir sur... Enfin, on a décidé, bien sûr, de ces 3 modules, enfin, mini-modules dans l'immersif, parce que en fait, on est parti d'un objectif général, qu'est-ce qu'on souhaitait, etc. Ben, on voulait effectivement que nos stagiaires puissent s'entraîner sur des risques qu'ils peuvent ne pas rencontrer et pour autant il faut qu'ils les connaissent parce que si demain ça arrive sur le terrain, bah, il faut bien que du coup je sois formée là-dessus. Donc on est parti sur vraiment ça. On avait aussi envie d'intégrer, voilà. Donc on a fait des objectifs bien sûr ensuite pédagogiques et de ces objectifs pédagogiques, il en est ressorti 3 activités différentes. Et c'est ces 3 en fait, 3, je dirais, ouais, mini modules dans le dispositif qui du coup, donc on a, sur, les risques auxquels, sont sur les enfants et cetera. Donc là, on a du coup, ben, tout ce qui est le chasse aux risques, les risques professionnels, donc c'est des situations, par exemple, vous avez dans le salon un tapis qui est retourné ou mal posé, ben, du coup, il faut qu'ils trouvent le risque potentiel là qui pourrait arriver dans cet environnement-là. Et la personne, en fait, quand elle clique, il y a quelque chose qui se passe. Ben, en fait, on dit, bah voilà, effectivement, là, vous êtes garant de votre propre sécurité parce que si là, vous tombez alors vous gardez des enfants, ça peut être une vraie catastrophe. Donc voilà, donc du coup, à chaque fois, en fait, on détaille le pourquoi là, il faut que je fasse attention à moi et dans mon environnement de travail, qui est souvent, du coup, soit une crèche ou un domicile, etc. Donc, du coup, on a listé un peu, donc, enfin un peu, on a tout listé dedans. Ensuite, on est arrivé aussi à décrire pour chaque pièce, en fait, qu'est-ce qu'on voulait voir apparaître comme type de risque. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de, à la fin, on a tout l'éventail, en fait, donc, il faut bien y penser à ça, c'est-à-dire que je vais pas mettre deux mêmes choses dans une même pièce. Il va falloir, même si oui, on est d'accord, il y a quelque chose dans une pièce qui peut arriver, qui peut aussi arriver dans une autre. Il faut du coup, éviter de mettre en fait 3 fois les mêmes choses dans les mêmes endroits. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles il faut, penser et en écrivant, du coup, en passant par la phase de conception et de description et dedans, on a également inscrit tout ce qui était, bah, les feedbacks. Donc on a mis en fait les scénarios de ce qu'on souhaitait en fait qu'il soit, quand il y a quelque chose qui se passe, je clique, bah, il y a quelque chose qui va arriver. Donc là, en fait, on a écrit tous les scénarios parce que nous, on a choisi que quand on cliquait sur quelque chose, il y avait une vidéo qui apparaissait. Et donc, dans ce cadre-là, du coup, bah, on a en même temps écrit tous les scénarios qu'on voulait, bah, voilà, en termes pédagogie, enfin, au niveau pédagogique, ce que l'on souhaitait, ce qui soit ancré en termes d'apprentissage auprès de nos apprenants. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, hein, ce dossier de conception-là. On a passé beaucoup de temps avec Morgane, d'une part pour
le mettre en œuvre parce que moi, je voulais donner un document aussi qui soit un document de cadrage pour les équipes pédagogiques. Et je pense que justement, ce Canva, il a cette volonté de passer par toutes les phases de l'ingénierie pédagogique jusqu'à l'écriture. Vous voyez là des feedbacks des activités, l'écriture des scripts qu'on va réutiliser ensuite dans le tournage de vidéos qu'on va intégrer dans le module immersif. Donc tout ça, c'est assez complexe. Vous imaginez le temps que ça prend. Et en plus, on est sur en effet de l'immersif dans lequel il y a différents espaces, différentes pièces, différentes photos 360. Dans chacune des photos, il va se passer des trucs. Donc ce dossier, in fine, il est quand même assez costaud. Mais comme tout projet pédagogique, Oui, hein, vous avez 70% du temps qui doit être passé sur ces aspects d'ingénierie pédagogique et de conception. oui, parce Tout à que par fait. la suite, effectivement, ben, ça facilite quand même le travail pour les autres parties, du coup, notamment la partie développement. Oui. Je vous propose de passer ouais, sur Ouais, la partie développement, parce que je vois que le temps passe. on Je me fais passe, la ouais. gardienne du temps. On va passer vite sur la partie développement, mais voilà, une fois que vous avez utilisé, enfin une fois qu'on a utilisé le Canva, qu'on a vraiment défini tout ce qu'il y avait à faire, les activités, voilà, on n'est pas allé sur du storyboarding parce que ça nous paraissait un petit peu trop complexe pour ce qu'il y avait à faire, mais on a quand même fait des plans, par exemple, en disant, bah voilà, à quel niveau il faut prendre des photos. Enfin, on essaie de penser vraiment 360 du début à la fin sur l'ingénierie pédagogique, et une fois que c'est fait, finalement, bah, on a imprimé ce Canva, et puis on s'est dit, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Donc, il n'y a plus qu'à quoi? Il n'y a plus qu'à produire, donc développer. Donc là, en effet, Morgane en a parlé, on est parti plutôt sur des photos 360 degrés. Aujourd'hui, des photos 360 degrés, il n'y a pas besoin d'être Tarantino pour shooter des photos 360 degrés. Il y a des caméras qui sont très abordables en termes de prix, du matériel qui est aujourd'hui beaucoup moins cher qu'avant, et c'est pas très compliqué de shooter des bonnes photos 360. En l'occurrence, Formaki s'est équipé d'une caméra 360 et vous allez voir les résultats après, c'est pas mal. Donc vous avez cette partie-là pour faire les photos 360. Et vous avez ensuite la partie plutôt logicielle. Donc là, j'en ai mis deux, donc SpeederNet, Sphere et puis Uptail, qui sont les deux, on va dire, plus connus en France et plus utilisés. Donc Formaki est plutôt parti sur SpeederNet Sphere. On pourra discuter de pourquoi, mais là, c'est pas vraiment le propos. Et en tout cas, l'idée ensuite, c'est de réutiliser ces photos 360 qui ont été shootées dans ces logiciels de montage, SpeederNet, Sphere ou Uptail, pour créer l'expérience immersive. Donc comment ça a été fait côté Formaki, bah là, ce que vous voyez, c'est prise de vue. Morgane, je te laisse expliquer un petit peu. Oui, bah là, c'est bah, juste pour montrer un peu prise de vue, bah, l'appareil sur lequel on est parti, qu'on a investi. Et du coup, là, sur votre droite, vous avez bah, en gros la vue parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est juste une application en fait qui est intégrée sur le téléphone portable. Donc, en termes d'ergonomie, de prise en main et tout, hyper facile, très très bien, pratique et tout. Donc, effectivement. Et après, bah voilà, quelques résultats du coup issus de cette caméra 360, enfin, 360. Du coup là qu'on a récupéré après pour intégrer dans le logiciel Sphere. Donc là pour l'activité chasse-au-risque, vous avez deux pièces. Après pour l'autre activité risque professionnel, eh bien, pareil. Donc je vous ai mis à chaque fois les mêmes. Alors on voit que c'est les mêmes pièces avec des prises de vue du coup différentes, puisque bien sûr du coup il a fallu aussi qu'on pour les prises de vue, vu qu'on avait les mêmes pièces, mais avec des choses différentes, bah, comme on a tout mis dans notre livret pédagogique, et ben, du coup, on savait le jour J, le jour où on est allé tourner, que bah, là, il fallait mettre ça, 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 etc. Donc, c'est vraiment une aide aussi pour gagner du temps. Et plus qu'une aide, hein, c'est un document fondateur pour à la fois le concepteur, l'ingénieur pédagogique et le producteur qui va prendre les photos derrière et qui doit se dire, OK, à cet endroit-là, il faut que je prenne une photo et voilà ce qui doit être présent dans mon image. Il faut qu'il Mhm. y ait des billes au sol, il faut que la fenêtre soit ouverte, il faut qu'il y ait tel risque présent. Et ça, si c'est pas pensé en amont, il y a des grandes chances que vous alliez refaire les photos un bon paquet de fois. Donc, c'est pour ça que cet aspect justement de cadrage dans la conception pédagogique est extrêmement important. Donc Là, là, c'est c'est Sphere, voilà, là c'est Sphère de Spidernet, donc c'est juste pour montrer un peu bah, voilà, les interface. interactivités, comment c'est conçu. L'idée en fait c'est effectivement ben, de penser à chaque fois et on s'aide toujours en fait de ce fameux livret, puisque bah, du coup dedans on a noté bah, que quand il y a ça qui se passe, il y a ça, etc. Donc là en fait c'est toute la vue d'interaction auquel on a pensé en amont qui du coup se concrétise. Alors après, nous, on a utilisé Sphère de Spidernet parce que pour la prise en main, ça nous convenait. Voilà, enfin, il n'y a pas de... on en a essayé d'autres. Là, ici, on a utilisé du coup... en fait, on a réalisé nos photos avec des bonhommes, hein, des monsieur patates. Les vidéos de feedback qui présentent en fait Voilà les vidéos de la fin feedback. des activités.
Et du coup, en fait, on a utilisé un logiciel d'Adobe Express qui est gratuit. Donc voilà, on a monté en fond vert, etc. Euh, on a également utilisé, en fait, nous, on a le RapidMook chez Formaki. Alors, RapidMook, en fait, c'est un banc de montage pour réaliser notamment des vidéos ou des voix off. Donc, en fait, c'est une caméra, une borne, donc il y a une pièce dédiée, il y a un fond vert. Donc, on peut en fait incruster ce qu'on veut, faire des voix off, on peut faire, enfin, voilà. Donc là, c'est un matériel spécifique qu'on a et qu'on a utilisé du coup dans le cadre de ce projet. Après, on peut aussi faire sans. Oui, là, l'idée, c'était vraiment de dire, voilà, on a utilisé plusieurs outils pour faire de la vidéo, pour faire finalement, pour produire les médias qu'on va ensuite intégrer dans le module immersif pour créer vraiment les activités telles qu'on les a définies dans la partie de conception et d'ingénierie pédagogique au départ. Mm. Et puis là, pour conclure un peu, avant de passer aux questions, l'idée, c'était, et je pense que ça, c'est finalement, en fait, la partie la plus importante, enfin, en tout cas, selon moi, mais c'est peut-être ma déformation d'ingénieur pédagogique, je sais pas, mais en tout cas, c'est penser à l'intégration finalement de ces modules dans les déroulés pédagogiques. C'est quelque chose qui n'est pas, à mon sens, suffisamment fait. J'en ai parlé un petit peu dans la phase d'analyse parce qu'en fait, bon, on le met dans l'implémentation, mais globalement, ces intégrations euh, des modalités immersives, bah, faut plutôt le penser dès le départ, donc plutôt dès la phase d'analyse. Mais c'est de se demander finalement comment je vais utiliser ce module de formation dans le déroulé pédagogique de mes apprenants. À quel moment je l'intègre? Qu'est-ce que je fais en amont? Qu'est-ce que je fais en aval? Est-ce que j'ai des phases de briefing à mettre en place, qu'on soit en synchrone ou en asynchrone, peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce que je dois apporter comme information ou comme connaissance suffisante à mon apprenant pour qu'ensuite il soit en mesure, dans son module pédagogique immersif, bah, d'aller appliquer? Comment je débriefe tout ça? Quand je fais de la réalité virtuelle, si je prends l'exemple par exemple avec des casques de réalité virtuelle, qui sont finalement des modalités pas évidentes à mettre en œuvre pour le formateur, on en reparlera après, mais qui sont pas évidentes non plus à vivre et en tout cas qui sont exceptionnelles pour les apprenants. Comment je fais le débriefing? Donc nous, typiquement une méthode qui s'appelle PEA, perception, effet, analyse, qui permet déjà de ressortir finalement tous les aspects un petit peu liés à l'émotion avant vraiment d'aller se concentrer sur le cœur du métier. Voilà. Et donc, tous ces aspects-là d'intégration dans le déroulé, de ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, c'est ultra important. C'est quelque chose qui, selon moi, n'est pas assez pensé. Et donc, je vous encourage dès le départ à réfléchir à comment je vais l'utiliser. À Formaki, typiquement, c'était utilisation principalement sur un ordinateur pour des formations et des consultations, on va dire, asynchrones, avant de revenir pendant les ateliers pratiques à bah, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez fait, sur quoi vous avez bloqué, etc., etc. Donc, il y a une revue derrière et cette phase de débriefing, elle est faite en synchrone pendant les ateliers. Et donc, tout ça, c'est très important d'y penser dès le départ. Et voilà, et garder vraiment ça en tête, c'est ultra important. Il y a les aspects bien sûr de formation au matériel et à l'utilisation. On est sur des technologies nouvelles, c'est pas des technologies qui sont évidentes à prendre en main. Donc il y a besoin d'accompagnement. Quand je dis besoin d'accompagnement, c'est besoin d'accompagnement des équipes pédagogiques, des formateurs, bien entendu, de les accompagner dans la prise en main du matériel. Un formateur qui utilise la réalité virtuelle en synchrone avec des casques de réalité virtuelle et tout ça, c'est pas anodin. C'est une gestion d'apprenants qui sont dans une salle, qui ont de la techno sur leur tête, qui ont des manettes qui ont bientôt plus de piles, qui ont des déconnexions, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des contraintes technologiques, mais en même temps, le formateur, il doit aussi gérer sa pédagogie. Et donc, gérer ces deux choses-là, bah, ça peut être extrêmement déroutant pour un formateur. Et en plus, il est plus du tout sur une posture de sachant, quoi. On est plus comme sur du, on va dire, plus traditionnel en formation. Là, le formateur, il est plutôt sur une posture d'accompagnateur, en tout cas d'accompagnant, et il doit finalement aider ses apprenants à monter en compétences, mais voilà, en changeant de posture. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui doivent être mises en place, et en tout cas qui doivent être accompagnées par les équipes pédagogiques pour que tout se passe bien. Et Et en je général, rebondis, Et je une rebondis, je technique spoil d'ailleurs un pour petit ça. peu. Excuse-moi, Morgane, je spoil un petit peu la dernière partie sur les formateurs, mais ceci n'est qu'un support et on peut aussi bien sûr. aller piocher les infos et tant on se pose sur cette question du formateur et la posture du formateur, n'oublions pas, enfin, Morgane, si tu peux répondre à cette question, ce serait chouette, de pouvoir enfin, de les impliquer dès le démarrage, dès la phase d'analyse et dans la phase d'analyse terrain, hein,
pour identifier les besoins qu'ils peuvent avoir et là où l'immersif va avoir une valeur ajoutée au regard d'un référentiel, au regard de difficultés qu'ils peuvent avoir à mettre en place certaines activités ou au regard de, voilà, de matières ou de séquences pédagogiques qui peuvent buter en termes de déroulé traditionnel. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous dire comment vous avez fait chez Formaki, Morgane, sur ce volet-là. Oui, alors bah, nous en fait en amont en fait on fait régulièrement des points avec les équipes. Justement, on est parti en fait sur ce type d'immersif, enfin sur ce module-là en lien avec le public, etc. Parce que en fait, c'était une demande de l'équipe, enfin des équipes pédagogiques des différents pôles hein, que l'on a. Et l'idée en fait, c'est effectivement de les embarquer avec nous, enfin dès le démarrage, dès le départ, ça c'est hyper important parce qu'en fait, c'est eux qui vont le déployer après auprès des équipes enfin auprès des stagiaires et puis aussi des autres formateurs qui arrivent, hein, des nouveaux qu'on recrute, etc. Donc du coup, de les amener avec nous dès le démarrage dans le projet, c'est eux qui en fait sont porteurs en fait du déploiement après auprès des stagiaires et puis c'est eux qui vont faire face aussi s'il y a des problématiques, etc. Donc du coup, nous en fait, dès le démarrage, on les embarque avec nous. Mhm. Je fais régulièrement aussi des points, mais pas longs, hein, 5-10 minutes de temps en temps, pour voilà, remettre en route, remettre en selle un peu, voilà, pour ceux qui y vont pas régulièrement ou qui ont un peu oublié, parce que comme l'a dit Clément, il peut être aussi utilisé sur les casques VR. Donc de temps en temps, il faut remettre un petit peu aussi les, les schémas en route, quoi, parce qu'on peut oublier. Et c'est vrai que définir en fait aussi une cadence comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a choisi, donc là, on en a développé un, et en fait, on choisit d'en développer un autre tous les 3-4 mois. Et en fait, on va garder ce rythme-là auprès aussi des formateurs. Pour justement, en fait, qu'ils soient toujours dans cette dynamique de, bah oui, on développe des choses, et puis, ben voilà, ça les permet aussi de se poser, de réfléchir, et puis hop, de mettre les choses en action et de rester toujours dans le mouvement. Super, Je sais pas si, voilà, merci. je pense que Oui, très clair. De toute façon, il va Pas y avoir un grand-chose à peu rajouter, c'était d'intervention. très clair. Donc, bah, je sais pas si vous avez des questions ou quoi, mais là, on est arrivé, enfin, On là, peut on arriver sur la arrive à la synthèse, fin. peut-être, sur les Ouais. trucs et astuces que vous nous avais préparés. Ouais, on va montrer un peu ça, les petits trucs et astuces, je vous les avais promis au départ. Mais... Bon, je pense que Super. Morgane en a bien parlé et puis a surtout bien expliqué. C'est clair que c'est ultra important d'intégrer les formateurs dans le projet dès le départ pour le porter auprès des apprenants d'une part, ça c'est clair. Être en mesure en tout cas de bien utiliser cette modalité avec ses apprenants, mais aussi de la structure. Morgane t'en a parlé et ça c'est une réalité, hein. Là où je bossais avant, c'est vrai que euh, il faut quelqu'un justement qui porte ces projets et qui soit capable de présenter leurs avantages, leurs intérêts et de montrer voilà, que c'est pas que du gadget, que c'est pensé pédagogiquement, que c'est un réel intérêt pédagogique, que c'est pensé aussi dans l'intégration, dans les déroulés. Je reviens là-dessus, mais ça me tient vraiment à cœur. C'est pas juste un module qu'on fait et puis une fois qu'il est fait, voilà. Sinon, ça finit sur des étagères et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Donc, important d'intégrer les formateurs dès le départ là-dedans. Le matériel, il est clairement important. Matériel, outils, etc. Alors, c'est pas les premières choses à regarder, et puis en général, ça découle plutôt des usages, mais essayez en tout cas de sélectionner en effet un matériel qui soit adapté sur ce que vous voulez faire. Et puis, bien sûr, quand on parle de budget, bah, c'est aussi du temps. Ces modules, c'est clair que c'est des modules qui prennent du temps à concevoir, à produire. Alors, bien sûr, plus on en fait, plus on est efficace sur les différents outils qu'on va utiliser, et plus on va aller vite dans l'intégration des médias dans les photos 360. Et voilà, ça va aller vite. Mais souvenez-vous que ce qui prend du temps, hein, c'est la conception. C'est l'ingénierie pédagogique et la conception et de se dire, dans mon activité, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Mon apprenant, il va pouvoir faire ça, 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 ça. Et s'il fait ci, il se passe ça. Et s'il fait ça, il se passe ci. Et donc, toutes ces imbrications et ces, finalement, ouais, ces implications et ces dérivations-là font que c'est des choses qui prennent du temps, mais qu'il faut penser en amont. On a parlé aussi de l'intégration, en effet, de la 360 euh, dans d'autres types d'activités pédagogiques, hein. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais
Typiquement, la réintégration de photos 360 dans des modules Storyline ou Geniali pour faire des choses un petit peu plus tournées sur le storytelling ou voilà, l'utilisation finalement de ces photos pour engager davantage l'apprenant, pourquoi pas faire de la gamification, ce genre de choses, bah, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis quelque chose que moi j'utilisais beaucoup aussi et qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, la réalité virtuelle, on l'a pensé, on a fait une conception, une ingénierie pédagogique qui va bien, dans un cadre bien précis, mais les modules que vous avez développés, c'est intéressant parfois de les utiliser aussi en démonstration. Moi, quand je développais des modules, bon, c'était le full 3D sur démarrage d'équipements industriels, c'était pour une utilisation en synchrone avec 10 apprenants en même temps, dans des casques, donc c'était assez complexe, mais des fois, on sortait un casque du labo de réalité virtuelle, on l'emmenait dans la salle de formation, et on l'utilisait vraiment pour que le formateur fasse un petit peu des espèces de démonstrations et que les apprenants soient là en posture d'écoute active pour venir critiquer certaines choses qui ont été mal faites volontairement, je vous rassure, par le formateur. Et donc là, c'est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, on peut l'utiliser dans différents cas d'usage, on peut le repenser finalement pour des utilisations un peu plus variées. Mm. Super. Je voudrais simplement, avant qu'on passe aux questions-réponses, ajouter un petit complément de 30 secondes par rapport à ce que disait Clément et la fameuse phase de design et d'intégration vraiment dans tous les déroulés pédagogiques par souci de cohérence, bien évidemment, pour répondre à et de définition d'objectifs pédagogiques, pour répondre aussi à un enjeu qui est important, c'est le financement de la formation. Si on veut que ces séquences soient identifiées comme étant éligibles à des financements, il faut vraiment pas négliger cette partie-là parce que faire une séquence, créer une séquence immersive à des fins de formation, c'est pas du jeu. On peut utiliser la gamification bien évidemment et ça a toutes ses vertus en pédagogie. En revanche, ne négligeons pas cette phase-là parce que c'est ce qui va permettre demain à toutes les parties prenantes de s'y retrouver aussi puisqu'il y a un enjeu de pouvoir couvrir les frais de réalisation de ces séquences. Il y a une question qui est apparue de la part de Marina, donc je la pose et puis après je laisse la parole de toute façon à Clément et Morgane pour répondre à vos questions et n'hésitez pas chacun à poser vos questions et à ouvrir vos micros. Combien de temps dure la phase de conception? Voilà la Mhm. première question qui est apparue dans le chat. Et pour les autres questions, vous pouvez prendre le micro et ouvrir vos micros, on vous a donné la main. C'est pas une question simple à répondre parce que ça dépend d'énormément de paramètres et notamment le premier paramètre typiquement c'est le niveau de la taxonomie de Bloom qui va être utilisé pour définir l'objectif pédagogique. Donc plus on va être haut, plus ça va être complexe, en général plus ça va être long. Ça va dépendre du nombre de photos 360 qu'il va falloir prendre. Enfin, voilà, donc c'est assez complexe. Les éléments qu'on peut avancer, c'est qu'en général, les photos 360 et la réalisation de modules immersifs à partir de photos 360, c'est de la conception en interne en général. C'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir internaliser. Donc c'est un coût plutôt en temps versus si je veux faire de la conception full 3D, où là c'est un coût plutôt je vais aller chercher un prestataire compétent qui va être en mesure de me faire l'infographie, la conception qui va bien, etc. Dans les deux cas, et c'est ce que disait Morgan tout à l'heure, vous avez quand même ce temps de conception que vous donniez à un concepteur, à un producteur en externe qui va vous faire de la full 3D ou que vous l'internalisiez, ce coût de conception, il est chez vous et il peut être assez long. Donc, il y a des méthodes qui vous permettent de gagner du temps. Typiquement, avec Morgan, on a développé un espèce de Canva, donc finalement un document à suivre qui est très cadrant, qui peut être un peu très, comment dire, trop cadrant pour certains. Mais l'idée, c'est quand même, en suivant ce cadre, d'arriver à, in fine, avoir quelque chose qui soit suffisamment précis pour aller sur de la production. Donc en temps, c'est compliqué. Ça dépend de votre maîtrise aussi des outils derrière. Enfin, ça dépend d'énormément de choses. C'est sûr que comparé à des modules plus classiques, ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi des modules moins longs, parce que là, vous voyez, vous faites juste quelques gestes métiers, vous n'allez pas sur des modules de 20 minutes, voilà, c'est des activités assez courtes. Donc, Et puis je pense que, comme tu disais aussi tout à l'heure, Clément, c'est que au démarrage, enfin, le premier, forcément, on passe beaucoup de temps. Après, comme tu disais très bien, c'est que bah, plus on va en faire aussi, plus on va être à l'aise et plus on va ouais. gagner du temps. Et par contre aussi, là où je rejoins, c'est comme je disais au démarrage, nous on a testé aussi avec le module full 3D, etc. L'avantage aussi, c'est que du coup, le temps qu'on a mis, donc l'investissement qu'on a mis dans ce module-là, ben en fait, on garde aussi ce module tout le temps. En fait, si on veut faire une modif, eh ben, on fait la modif. On n'a pas besoin de repayer pour refaire la modification aussi.
Donc, au niveau, en termes d'investissement aussi derrière, C'est des contraintes en effet qu'on n'a pas, enfin, on en a parlé rapidement, hein, mais ce qu'on veut dire là, c'est pas forcément que la full 3D c'est pas bien et que ça coûte cher et qu'il faut plutôt aller sur de la 360, hein. Dans non, certains non, cas, c'est non. beaucoup plus pertinent d'aller sur de la full 3D. En tout cas, il y a un moment où il faut se poser la question de savoir sur lequel on va. La full 3D coûte en effet beaucoup plus cher parce que vous passez par de la conception 3D. Donc voilà. En général, vous n'avez pas les compétences en interne, donc faire une modif, c'est quelque chose qui va vous prendre davantage d'argent, entre guillemets, parce qu'il faut repasser par les mains du prestataire avec qui vous avez bossé. Mais voilà, gardez ça en tête. C'est compliqué de donner des chiffres et je pense que c'est mieux de pas en donner parce que sinon vous allez avoir un aspect déceptif si vous faites plus et un aspect, vous allez vous dire, ah, il sait pas de quoi il parle si vous faites moins. Donc, mais gardez en tête en effet que c'est un peu plus long et le premier, en effet, un peu plus long. Mais essayez de cadrer, je pense que c'est important. Je pense que le canevas qu'on a fait avec Morgan, ça marche très très bien. C'est quelque chose que j'aimerais finir de développer pour le mettre à dispo un peu de tout le monde parce que je pense que c'est vraiment d'utilité publique, enfin d'utilité pédagogique en tout cas. Donc j'y travaille. Oui, David. Euh, c'est très, très riche. Merci pour ce webinaire. En revanche, alors il y a eu beaucoup, beaucoup d'infos, hein. Mhm. Ouais, quitte même à finir sur la taxonomie de Bloom à la fin, là, waouh, fallait vraiment tout passer. J'ai pas bien saisi comment vous l'intégrez sur quelle phase pédagogique, c'est précieux en fait. Quelle plus-value, à quel moment? Parce que là, Ouais. il y a eu le panorama un peu global. Il y a eu. Alors bravo si vous arrivez à faire que les formateurs fassent eux-mêmes leur truc. Moi, j'y arrive pas. Dans mes accompagnements, c'est compliqué, hein. Ils ont beaucoup de boulot que de devoir se remettre sur de la ressource. Mais je voulais savoir un petit peu comment vous les intégrez. À quel moment c'est vraiment, à quel moment c'est vraiment utile? C'est ça, je n'ai pas bien saisi. Tu parles du module? Ouais, les Ou... comment vous La formateurs. techno, identifiez les globalement. Ouais. séquences qui ont une valeur ajoutée, en fait. C'est ça, David? Ouais. Ouais. Sur quelle Hein. phase pédagogique c'est précieux. Là, ça a été, bon, c'était riche. Ouais. Oui. Bah, typiquement, bon après je laisserai Morgane expliquer aussi, hein, mais ce qu'on a essayé de faire au départ pour essayer de savoir finalement quand est-ce que la réalité virtuelle avait un intérêt, c'est finalement essayer de réfléchir en termes de métier, de compétences techniques que les apprenants doivent avoir et comment on peut les faire progresser sur ces compétences techniques, sachant enfin, entre guillemets, on ne peut pas faire autrement. Là, typiquement, de la chasse au risque, bah, c'est intéressant parce que c'est pas des choses qui peuvent faire beaucoup. Il y a des ateliers pratiques qui sont mis en place dans l'organisme de formation, mais c'est vrai que pouvoir créer comme ça, presque de manière illimitée, je ne sais combien de risques dans 4 photos 360, on trouvait ça intéressant pour pouvoir aller tacler finalement chacun des problèmes qui sont affiliés au risque, quoi. Le fait de prendre des photos à 30 centimètres du sol pour se mettre à la place d'un enfant, typiquement, c'est pas quelque chose qu'on va faire très facilement en atelier pratique comme ça dans une salle de formation. Donc, c'était intéressant aussi de le faire en réalité virtuelle. Donc, on a essayé comme ça finalement de lister pour chacune des compétences qui sont visées dans les formations réalisées par Formaki, bah, de lister certaines activités qui peuvent être transposées comme ça en réalité virtuelle. Sur le point des formateurs, en effet, c'est est-ce qu'on on leur fait pas faire les photos 360 et les modules, mais comme disait Morgan, on essaie de les intégrer dès le départ sur euh, où est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle a un intérêt dans vos formations? Premier point. Deuxième point, comment vous imaginez le module de formation? En fait, à chacune des étapes de ADI, là, on essaye de finalement intégrer un peu le formateur pour bah, qu'il se sente impliqué. Et que derrière, quand on soit dans la phase d'implémentation, il ait envie d'utiliser le module, il soit conscient de son efficacité pédagogique et il soit bah, voilà, sûr de lui quand il l'utilise avec des apprenants. Oui, Morgan, si tu bah, veux. du coup, bah, t'as tout, enfin, tu m'as Désolé, bon, je répondu, suis t'as tout listé, donc, débordé. et pour voir aussi où on en est dans l'avancée, je fais souvent des petits teasers, en fait, de là où on en est, comment ça rend, etc., envoyer aux équipes, en fait, voilà, et bien sûr, leur montrer aussi tout au long de la conception, là où on en est, si ça les convient. J'ai pour là le module à la vision, enfin celui qui est à la vue d'un enfant, par exemple. Du coup, l'idée c'est là il est en cours aussi de déploiement et enfin il y aura des quiz un peu intégrés, des questions. Et en fait, celui-là, on a demandé, enfin, l'idée, c'est qu'ils participent, c'est-à-dire que c'est les formateurs qui vont poser leurs questions par rapport aux vues, etc., qui a été faite.
Donc, c'est dès qu'on peut, en fait, à des moments comme ça très importants, de cibler des temps où eux, ils vont aussi être intégrés dans le projet. C'est hyper important parce que c'est eux qui après, vont aussi être face aux stagiaires et aux apprenants et qui vont pouvoir du coup aussi répondre en fait aux questions qu'ils ont. Et alors, sur les problèmes techniques, et cetera, non. Là, c'est nous qui interviendrons. Mais, en tout cas, voilà, et recentrer les choses et puis, échanger derrière, c'est important du coup aussi, ouais. De l'enjeu de les maintenir embarqués tout au long du projet. Ouais, c'est des démarches C'est ça. globales hein, qui sont pas simples. Hein. Non. Mmh. Il y a une question de Patrice. Allez-y, Patrice. Euh, oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si on me voit. Oula. Donc, merci en tout cas pour tous ces renseignements. Une petite question un peu technique sur une expérience, que ce soit en 360 ou en 3D. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de la durée du module? Est-ce qu'à bout d'un moment, les apprenants saturent ou Hmm. est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Pour en avoir utilisé beaucoup, moi, dans mon précédent boulot sur plutôt l'utilisation de Full 3D, ce que j'essayais de faire quand on devait atteindre des objectifs pédagogiques assez complexes et pour lesquels on passait par plusieurs activités, c'est que j'ai essayé, enfin, c'est pas j'ai essayé, c'est que le module, je le découpais finalement en plusieurs activités. Chaque activité venait faire en sorte qu'on atteigne une compétence ou un objectif pédagogique qui était fixé. Et entre chaque activité, finalement, je mettais des temps de débriefing et de briefing de la séquence suivante, ce qui permet finalement de retirer le casque et d'avoir enfin de ne pas sentir cette contrainte de je suis dans un casque pendant 1 heure. Et ça, je pense que c'est une bonne pratique de se dire, ouais, mettez pas vos apprenants pendant 40 minutes dans des casques. Enfin là, enfin, c'est compliqué quand même. Enfin, émotionnellement, enfin, c'est beaucoup aussi. Je veux dire, vous vivez quelque chose. Moi, j'ai vu des gens dans des casques courir avec le casque parce qu'ils ont vu un feu partir dans la pièce virtuelle, quoi. Enfin, je veux dire, émotionnellement, c'est quand même très fort. Technologiquement, c'est des choses dont les gens n'ont pas forcément connaissance, donc il faut qu'ils apprennent en même temps. Enfin, il y a beaucoup de choses cognitivement, c'est très fort. Donc moi, je conseille plutôt d'avoir des temps de 10-15 minutes grand max. Et en fait, ce qui est important aussi de comprendre quand tu l'utilises en synchrone, hein, c'est que la plus-value, elle est aussi en amont et en aval de la séquence immersive. La séquence immersive, ok, elle est là, super, on l'a construite, c'est intéressant, hein, mais la pédagogie, elle se fait aussi en amont et en aval, et c'est ces temps-là qui vont appuyer finalement ce qu'on va apprendre à l'intérieur du module immersif, quoi. Et donc c'est pour moi aussi, voire plus important que voilà. Donc évitez d'immerger vos apprenants pendant 45 minutes dans des casques. Je pense que ça, Mmh. c'est pas dingue, quoi. Voilà Très bien. pour donner une bribe de réponse. Ouais, merci, très bien. On arrive au bout de ce temps de webinaire. Je voudrais dire un grand merci à Clément et Morgane qui ont accepté de nous partager un retour d'expérience très concret ce matin, parce que c'est toujours bien de rentrer justement aussi dans la méthodo, dans l'approche, enfin déjà d'identifier l'origine du projet, la valeur ajoutée en Mm. effet pour chacune des parties prenantes. C'est vrai qu'une heure, ça va très très vite et j'imagine que vous avez aussi tout un tas de questions encore. On vous fera un petit mail récap avec le lien d'enregistrement de ce webinaire qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des questions complémentaires et que vous êtes intéressé aussi par en savoir plus, voire par échanger avec Clément et Morgane sur des projets que vous pourriez avoir aussi, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. On mettra leurs coordonnées, mail, dans le petit message de remerciement qui vous sera adressé. Merci pour l'invitation, Vanessa, en tout cas, et merci à Un toutes et à grand tous merci à toutes et à d'avoir été tous. présents. Merci à tous. Merci à toutes Merci. et à tous. Excellente journée. Au revoir. Bonne journée.